Donc bonjour à tous. Je remercie Marceau pour avoir accepté de venir nous présenter ses travaux aujourd'hui qui portent sur les scénarios prospectifs pour l'impact carbone des réseaux mobiles en France. Marceau est professeur à Télécom Paris et à l'École Polytechnique. Il s'occupe dans sa recherche des thématiques liées aux réseaux cellulaires et aux réseaux sans fil. Il s'occupe d'optimisation et d'allocation des ressources. Et dans des années récentes, son attention s'est tournée vers les aspects de l'impact environnemental des réseaux. Et donc voilà, c'est sur ces thématiques qu'il va nous proposer ses travaux aujourd'hui. Et je lui laisse la parole. Merci Marcel. Bah merci Francesca et Lilia pour l'invitation. Donc je vais vous présenter des scénarios prospectifs en fait qu'on a travaillé avec le groupe de travail sur les réseaux du Shift Project. Alors vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions. Je vois pas par contre les mains levées, etc. Mais Francesca m'a dit qu'elle m'aiderait. Alors, en fait, ce que je vais présenter, c'est issu d'un rapport du Shift Project. Donc, peut-être vous connaissez le Shift Project, c'est un think tank. Donc, en français, c'est un groupe de réflexion qui promeut un peu la décarbonation de l'économie française et qui publie pas mal de rapports sur différents sujets, l'agriculture. Je sais pas, les services publics, les hôpitaux, etc. Et en particulier, qui avait fait des rapports assez, oui, qui était un peu, qui a fait un peu de bruit, enfin disons, qui avait obtenu un peu d'impact sur le numérique, sur les impacts du numérique. Et donc, ils ont monté alors moi je fais pas partie de Shift Project, mais ils ont monté un groupe de travail sur les réseaux. Et donc ils m'ont proposé d'y participer, donc voilà, donc j'ai accepté avec plaisir. Et donc dans ce groupe de travail, il y avait des gens, par exemple d'Orange, Ingrid, François, ancien d'Orange. Il y avait des gens du Shift Project, donc Marlène Deban, Maxime Efouy-S et Hugues Verbeuf qui s'occupent du numérique au Shift Project. Il y avait un collègue de l'INRIA, Gaël Guenebeau. Il y avait Julia Meyer de l'ADEME et Florian Millet qui est chez Davidson Consulting et qui travaille pas mal avec Bouygues. Voilà. Donc on a écrit ce rapport et je vais vous en présenter les résultats. Alors pour l'instant c'est pas un rapport, enfin c'est un rapport de think tank. Donc il faut garder à l'esprit que ce genre de rapport, enfin le think tank a ses propres objectifs qui ne sont pas nécessairement des objectifs académiques, d'accord. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai participé, pour changer de cadre un peu. Et puis parce que je savais que le Shift Project a quand même un peu de poids, disons, un écho qui est plus important que quand on fait une publication scientifique. Mais avec Gaël, on est en train de travailler, enfin surtout Gaël et moi, on est en train de travailler à le transformer en un article académique, même si on a un peu de mal à le faire. Alors, donc, je vais vous parler un peu du contexte, ensuite de l'approche qu'on a eue, des modèles et des données, et ensuite je présenterai les quelques scénarios prospectifs qu'on a traités dans le cas du Shift Project, sachant qu'on peut en construire d'autres. Et je terminerai par une conclusion et quelques recommandations possibles. Alors le contexte, bon, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est d'abord le réchauffement climatique. Vous connaissez peut-être cette courbe, elle est pas si facile à comprendre en fait, mais elle montre l'augmentation de la température par rapport à l'époque pré-industrielle en fonction de l'accumulation des émissions de CO2 dans l'atmosphère, selon plusieurs scénarios. Donc il y a une partie qui est historique, puis après il y a une partie prospective. Donc c'est tiré du rapport du GIEC. Et bon, je rentre pas dans les détails exactement de cette courbe, mais ce que je voulais
montrer ici, c'est que en fait, on a un budget carbone sachant que les émissions, le CO2 ne disparaît pas de l'atmosphère très rapidement, on a en fait un budget de carbone qui est fini si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris qui prévoit de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou maximum 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc chaque année, on émet je sais pas, aux alentours de 50 gigatonnes de CO2, et donc notre budget se réduit. Bon, le changement climatique ne doit pas nous faire oublier qu'il y a d'autres empreintes environnementales. Et là, je vous en ai donné quelques-unes, mais je ne suis pas spécialiste, je ne les connais pas trop, mais en tout cas, elles sont bien décrites dans la recommandation de l'ITU L1410, qui est dédiée justement plutôt au numérique, et donc qui est intéressante de ce point de vue. Donc on peut citer les impacts en termes de toxicité humaine, de particules fines, de rayonnement ionisant, d'acidification des sols et des océans, bien sûr, d'affectation des terres. Alors j'ai mis en gras un peu ce qui est plus en relation peut-être avec le numérique, la consommation d'eau, notamment pour la production des équipements, pour le refroidissement des data centers, ce genre de choses. Et puis l'épuisement des ressources abiotiques, parce que comme vous le savez, par exemple dans les smartphones, on a peut-être, je sais pas, 80 types de métaux, et qu'il y a des épuisements de ressources sur certains d'entre eux. Alors, il y a aussi les questions de biodiversité, c'est d'actualité en ce moment, puisqu'il y a la COP qui est dédiée à la biodiversité qui doit s'ouvrir ces jours-ci. Et j'ai juste pris une citation du groupe international qui s'occupe de ça, l'IPBES. Donc aujourd'hui, il y a plus d'espèces de plantes et d'animaux qui sont menacés d'extinction qu'à tout autre moment de l'histoire de l'humanité. Alors, ça peut paraître, par rapport au changement climatique, ça peut paraître un peu abstrait. On ne sait pas trop quelles sont les conséquences immédiates, parce que le réchauffement climatique, on commence à en voir les conséquences. Mais d'après ce que je comprends, cette perte de diversité, c'est une perte de diversité au niveau génétique et qui fragilise en fait notre résilience face à des maladies ou à des événements extrêmes, etc. Alors, si je regarde un peu plus précisément le numérique, l'empreinte du numérique, donc c'est un secteur qu'on appelle les TIC en français, donc les technologies de l'information et de la communication. Et généralement, on sépare ce domaine en trois grandes composantes. Il y a les terminaux d'une part, donc ce sont les smartphones, les écrans, les PC, etc., les capteurs. Il y a les réseaux, donc les routeurs, les switches, les points d'accès, Wi-Fi, les stations de base dans le domaine des réseaux cellulaires. Et puis les centres de données, donc essentiellement les serveurs. Donc si on regarde ce que représentent les TIC, c'est assez modeste si on veut par rapport à d'autres secteurs comme le secteur de l'énergie, des transports par exemple, ou même de l'agriculture. Donc selon les études, alors il n'y a pas tant d'équipes qui travaillent là-dessus au niveau mondial. Et bon, selon les équipes, on voit que c'est autour de 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre en 2020. Et ça peut représenter, alors vous voyez, les chiffres sont assez variables, entre 1 et 2 gigatonnes de CO2 équivalent, et dont 200 à 300 mégatonnes pour les réseaux mobiles. Il y a d'autres impacts, comme la consommation primaire d'énergie, vous voyez, 4%, consommation électrique, 5%, etc. Alors, c'est bien résumé dans la référence Freytag 2021, et puis j'ai mis un certain nombre de références là, notamment Malmodine et Lunden, donc qui sont des ingénieurs d'Ericsson qui publient régulièrement dans ce domaine. André Helder, je crois que c'est plutôt chez Huawei. Belkir et Elmegis, ce sont des académiques. Et Bordage, c'est une association française, donc c'est Green IT. Alors la dernière référence disponible est celle de Malmodine en 2024. Vous avez un résumé dans la conférence ICT4S. Donc d'après lui, c'est 1,4% des émissions. Bon, il faut savoir que cette équipe est plutôt dans l'échelle basse des estimations, donc avec plutôt 120 mégatonnes de CO2 équivalent pour les réseaux mobiles en 2020. Mais pour la première fois, Malmodine et Lunden, ils estiment qu'il y a une tendance plutôt croissante depuis 2015, alors que jusqu'ici, ils pensaient que ça se stabilisait, donc avec un plus 5%.
Alors, si on peut regarder la répartition maintenant entre les différentes composantes du numérique. Alors là, j'ai pris des chiffres de Green IT, donc c'est de bordage. Donc, évidemment, bon, après, les estimations peuvent varier selon les sources, mais les ordres de grandeur sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que si je regarde, par exemple, ici sur le tableau de gauche, l'impact en termes de gaz à effet de serre, enfin, ça veut dire c'est le pouvoir réchauffant en fait, hein, l'impact sur le climat. Donc on voit que les équipements utilisateurs, c'est environ les 2 tiers, puis ensuite les réseaux et les data centers se partagent à peu près le reste. Et puis sur la partie de droite, si je me concentre sur les émissions de gaz à effet de serre, et que là on divise entre la partie fabrication et la partie usage, ben, on voit que pour les terminaux, c'est plutôt la partie fabrication qui est importante, et beaucoup moins la partie usage, enfin 2 fois moins la partie usage. Et puis pour les réseaux et pour les centres de données, c'est plutôt l'usage qui va être impactant. Donc si on veut classer en quelque sorte, on peut classer un peu les impacts, c'est d'abord la fabrication des terminaux qui a un impact important. Ensuite, c'est la consommation électrique des terminaux. Et ensuite, on va passer sur la consommation électrique des réseaux, puis des centres de données, et enfin la fabrication des équipements de réseau et des équipements de centres de données. Alors, là, c'est une figure que j'ai tirée donc de la fameuse référence Freitag 2021. Ça montre les émissions de CO2 équivalent en fonction du temps. En supposant, alors déjà un peu daté, mais en supposant que tous les secteurs économiques font leur part du travail pour atteindre l'objectif de 1,5 degré de l'accord de Paris. Donc, c'est ce qui explique cette courbe qui décroît ici des émissions de CO2. Alors évidemment, là, on n'est pas du tout sur cette pente, hein. On est plutôt sur une pente un peu croissante là, sur le début. Mais bon, dans ce scénario un peu fictif, dans lequel tous les secteurs de l'économie, à l'exception du numérique, feraient leur part du travail, on verrait que la part du numérique deviendrait extrêmement importante, peut-être 35% en 2050. Alors, c'est pas pour dire que c'est pas une prévision, hein, c'est juste pour dire que même si le numérique n'est pas parmi les secteurs économiques qui sont les plus émetteurs de CO2, eh bien, il est quand même en croissance et il faut qu'il fasse sa part du travail en quelque sorte. Donc François, d'après, nous avons une oui, question. pardon, Excuse-moi. oui, Il y a une question oui, de la part de Vincent. oui, Oui, bonjour. Sur le slide 8, quand on expliquait que c'était la consommation, on va dire, électrique, oui. qui avait le deuxième impact, c'est un calcul France ou c'est un calcul monde? Parce que ça change énormément les. C'est un Ah, je calcul pense. monde là. Ok. Ouais. Mais en effet, il faut aller voir plus précisément les chiffres France parce que le mix énergétique n'est pas le même en France et dans le monde. Enfin, le mix énergétique moyen ou le mix électrique. Et donc là, j'ai pas trop. Comme il y a pas mal de sources, les méthodologies ne sont pas les mêmes. Là, je vous demande juste de pas regarder de manière précise les chiffres ou de les retenir, mais plutôt de retenir le message. Parce que, en fait, selon les sources, vous avez quand même des petites différences, des différences de méthodologie, etc. Donc pour la France, il faut aller voir le rapport ARCEP-ADEME. Oui, parce que le rapport ARCEP-ADEME, enfin, moi j'en étais resté à ce qui a été présenté lors d'une conf à Télécom Paris sur le nouveau campus. C'est que c'était fabriquer des terminaux parce qu'il faut faire des trous dans le sol. Et après, on était des ordres de grandeur derrière pour le reste. Donc, j'avoue que j'étais étonnant de voir qu'après, c'était l'électricité qui posait le problème. Alors là, sur les équipes. Arrivant en 2, 3, 4, quoi. Alors, je ne sais pas de quel chiffre vous parlez, mais pour les équipements, c'est assez reconnu. Je pense que la fabrication est vraiment le facteur le plus important. Je crois qu'il n'y a pas trop de débat, il me semble, dans la littérature là-dessus. Après, les proportions peuvent être un peu différentes selon les pays, selon les sources, etc.
Mais pour ce qui concerne les terminaux, c'est assez clair que la fabrication est largement dominante. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça précise pourquoi, à partir du moment où on est sur des sources d'électricité carbonée, si on pense à des solutions à l'allemande, si on regarde en France, je pense que Alors, on risque il peut y avoir 2, 3, 4, ça risque on risque de voir la fabrication des équipements de réseau et la fabrication des équipements des centres de données remonter en flèche, quoi. Alors, en France, le mix est plutôt favorable en termes de carbone, et donc la part de la fabrication est encore plus grosse. Et tout à fait. Voilà. Alors, donc j'avance. Donc d'après Freitag, si elle devait être en ligne avec les autres secteurs, les TIC doivent réduire leurs émissions de 42% en 2030, 72% en 2040 et être net zéro en 2050. Et donc, par exemple, l'ITU a proposé une cible pour le secteur de moins 45% en 2030 par rapport à 2020. D'accord, donc c'est dans un rapport SBTI. Alors, si je regarde les infrastructures numériques, le point de vue qu'on a qu'on a développé dans le rapport du Shift Project, c'est le fait que les usages et les infrastructures se renforcent mutuellement. C'est-à-dire que il y a des effets d'usage, c'est-à-dire que s'il y a des nouveaux usages qui apparaissent, de nouveaux services, etc., eh bien, ça fait augmenter le trafic sur les infrastructures et ça nécessite des capacités accrues en termes de réseau. Et puis, à l'inverse, il y a un effet d'offre, c'est-à-dire que si on a des capacités accrues, si on a de la bande passante, si on a du débit, si on a des latences faibles, etc., ça peut susciter de nouveaux usages. Et donc, il y a une dynamique qui apparaît où, si vous voulez, on pourrait dire, un opérateur pourrait dire, c'est pas de ma faute, il faut bien que je développe le réseau parce que les gens utilisent de plus en plus l'Internet mobile, etc. Donc, moi, je suis obligé de suivre. Alors, c'est en partie vrai, parce que, en effet, le trafic augmente, mais il n'est pas complètement exogène au développement des infrastructures, parce que quand des capacités sont disponibles, eh bien, de nouveaux usages apparaissent, et le trafic peut plus s'exprimer, entre guillemets, et peut augmenter. Donc, cette dynamique, on ne l'a pas tout à fait prise en compte. Je pense que c'est une question qui reste ouverte, y compris peut-être en termes de recherche. Mais la conclusion qu'on en a tirée, c'est quand même que des décisions qu'on va prendre aujourd'hui auront un impact pendant de nombreuses années. Donc il y a une sorte de latence comme ça, à cause de cette dynamique, qui fait que il faut quand même réfléchir un peu en amont avant de développer peut-être de nouveaux réseaux, de nouvelles capacités, etc. Alors on a fait quelque chose un peu d'intermédiaire. On va voir, on n'a pas pris en compte vraiment cette dynamique, mais je vais expliquer un peu le modèle qu'on a pris quand même. Alors, pour les réseaux mobiles, donc vous voyez que je descends du global un peu en entonnoir, d'abord sur le numérique, ensuite les infrastructures et maintenant sur les réseaux mobiles parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Alors, globalement, il y a plusieurs références avec celles que j'ai montrées précédemment et puis les deux qui sont ici, notamment une très bonne référence de Lange, là, une équipe allemande en 2020, et puis les gens de Louvain, David Boll et ses co-auteurs en 2021. En gros, les gains de capacité énergétique ont été au moins compensés par la croissance du trafic de données. Donc, vous savez que dans le numérique, il y a des gains énormes d'efficacité énergétique, si vous pensez à la loi de Moore, ce genre de choses. Mais il y a aussi une croissance du trafic qui est énorme. Et bon, il semblerait que au moins les gens les plus optimistes disent ça a au moins compensé, quoi. Alors, si on regarde la France, c'est par exemple le trafic du volume de données, c'est plus 62% chaque année en moyenne depuis 2012. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle ça va. Si je regarde la consommation électrique, c'est moins spectaculaire, mais c'est pas négligeable, hein. D'après le rapport ARCEP, c'est plus 6% par an entre 2017 et 2021 pour les 4 opérateurs français. Bon, 6% par an, c'est pas rien, hein. Mais donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de données,
mais finalement une augmentation relativement modeste de la consommation électrique parce qu'on a des gains d'efficacité énergétique, mais ça ne permet pas de faire décroître la courbe. Donc on observe aussi une croissance constante du nombre de stations de base et d'équipements, de transceivers, etc. dans le réseau. Et là, j'ai tiré une courbe d'un papier qu'on a écrit avec un étudiant. On voit le nombre de stations de base. Alors, vous pouvez regarder, donc c'est par génération, mais on peut regarder la courbe du haut qui montre toutes les générations comprises en fonction du temps entre 2015 et 2023, et on a une croissance linéaire du nombre d'équipements. Donc, bon, on a bien des gains d'efficacité énergétique à l'usage, mais il faut quand même fabriquer ces équipements. Et bon, on sent bien qu'il y a une trajectoire qui en tout cas, c'est la conclusion qu'on a tirée dans le rapport du Shift, hein, c'est qu'on a une trajectoire qui est insoutenable, qu'il faudrait probablement inverser. Alors, quelle a été l'approche, les modèles, etc., qu'on a utilisés? Alors, je vais commencer par l'approche parce que on a un peu réfléchi là-dessus. Il y a une façon de faire dans la littérature qui est une approche tendancielle. Alors, c'est assez simple. On part de valeurs globales de trafic, donc on les exprime en gigaoctets, par exemple, en octets, plus généralement, et de consommation électrique du réseau, kilowattheure, par exemple. Et ensuite, on va construire des ratios en utilisant ce qu'on appelle une méthodologie attributionnelle. C'est-à-dire, on dit, bah voilà, j'ai tant de kilowattheures pour transmettre tant de gigaoctets, donc en fait, il m'a fallu tant de kilowattheures par gigaoctet, d'accord, pour transmettre 1 gigaoctet, il me faut tant de kilowattheures, donc on crée des ratios. Ensuite, on fait des projections de trafic, on extrapole, et puis ensuite, on en déduit la consommation électrique dans des scénarios prospectifs, et c'est ce qui avait été fait précédemment dans les rapports du Shift Project. Donc là, j'ai cité Fairboeuf et co-auteur, donc c'est un rapport du Shift Project en 2021. Il y a une autre approche qu'on a essayé d'adopter, c'est l'approche conséquentielle. C'est-à-dire qu'on étudie les impacts de décisions de déploiement. C'est-à-dire que dans un réseau, notamment, la consommation électrique n'est pas proportionnelle, elle n'est pas proportionnelle au nombre de données transmises. Il y a toujours une partie qui est fixe. En fait, il y a une consommation fixe, même s'il n'y avait aucune donnée qui était transmise, le réseau consommerait quand même de l'énergie. Et donc, on s'interroge plutôt sur un peu de manière comme quand on fait une ACV conséquentielle, c'est-à-dire une analyse de cycle de vie conséquentielle, de savoir quel est l'impact d'unités consommées ou produites additionnelles. Quelle est la conséquence d'une décision? Alors, c'est un peu différent de ce qui est fait précédemment, et c'est une technique qui a été adoptée dans un rapport de la Fraunhofer Gesellschaft pour l'Allemagne en 2023. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de construire des ratios et de faire des projections, on va se placer à la place, on va se mettre à l'opérateur générique. Générique parce qu'on ne veut pas se fixer Orange, Free ou SFR ou quoi que ce soit, et on va simuler sa stratégie de déploiement année après année en utilisant cette approche conséquentielle. Donc le but, ça ne va pas être de, comment dire, c'est pas de reproduire la stratégie d'un opérateur, quel qu'il soit. C'est même pas de considérer un opérateur moyen. C'est de se dire, on va prendre d'abord parce que on ne connaît pas la stratégie des opérateurs, d'accord. Nous, on veut faire quelque chose d'ouvert et de générique. Et puis, on ne veut pas non plus montrer du doigt un opérateur particulier, hein, c'est pas le but. Mais on va faire un choix raisonnable de stratégie de déploiement pour répondre à une demande de trafic. Et puis c'est là-dessus qu'on va construire nos scénarios prospectifs. Donc il y a une volonté d'être un peu réaliste dans le sens où on va couvrir le territoire de la France, on va considérer des volumes de trafic réalistes, etc. Mais pas plus que ça en fait. On ne veut pas reproduire la réalité non plus, on veut montrer des tendances. Alors, je pense qu'il y a une approche qui serait plus avancée encore, c'est de prendre en compte la dynamique dont j'ai parlé précédemment entre les usages et les infrastructures. Nous, dans notre approche conséquentielle, même si je pense qu'elle est plus avancée que l'approche tendancielle, on va quand même considérer le trafic comme une contrainte exogène et on va pas considérer la dynamique dont j'ai parlé précédemment, mais je pense que c'est un point qui est ouvert et qu'on pourra peut-être traiter par la suite.
Alors, le modèle, l'approche, elle est relativement simple, en fait, pour les gens qui connaissent les réseaux, parce que... Mais finalement, bon, ouais, évidemment, si vous travaillez chez Orange, ou chez SFR, ou chez Bouygues, vous connaissez ça par cœur, mais finalement, c'est pas tellement disponible dans la littérature scientifique, et notamment avec la partie environnementale. Et si ça existe, c'est plutôt pour des réseaux plutôt anciens, et pas vraiment à l'échelle d'un territoire national. Donc le modèle, il fonctionne de manière très simple. On rentre un certain nombre, il y a un certain nombre d'entrées, donc par exemple qui concernent le territoire, le réseau, les contraintes de régulation, le trafic. Ensuite, on met ça dans un modèle de couverture, donc ça rentre dans un modèle réseau. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ce modèle réseau? Un inventaire en fait de toutes les stations de base, de tous les équipements dont on aura besoin, et puis une consommation électrique, et puis des impacts environnementaux. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? On commence par couvrir le territoire, donc il y a un certain nombre de contraintes sur lesquelles je vais revenir. Ensuite, on va considérer le trafic et on va essayer d'assurer une certaine capacité pour servir le trafic demandé. Et ensuite, on va faire associer l'inventaire, si vous voulez, à des émissions carbone et la consommation énergétique. Alors, je rentre un peu plus maintenant dans les détails. Donc ça devient un peu plus technique et donc n'hésitez pas à m'interrompre, mais c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il y a un jargon des réseaux cellulaires et des réseaux mobiles. Donc si vous savez pas, enfin si vous comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Alors on considère 4 opérateurs mobiles identiques. On va considérer 3 technologies, 4G, 5G, 6G. Donc à chaque fois, bien sûr, il y a des choix à faire de simplification parce que c'est un modèle. Tout modèle vise à représenter la réalité, essaye de représenter un peu la réalité, mais c'est pas la réalité non plus. Donc on essaye de simplifier. Donc là, le choix, ça a été de... Ah, j'ai une sorte de musique électronique, non, c'est bon. Le choix, ça a été de ne pas considérer la 2G et la 3G, alors bien qu'on sait que ça représente peut-être encore... disons que le rapport qui a été écrit dans le comité d'experts de l'ARCEP disait que c'était environ 20%, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, de la consommation électrique, mais comme ça va bientôt éteint et que la 4G est présente sur la quasi-totalité des sites depuis 2023, on a considéré qu'on allait simplifier les choses et qu'on n'allait pas considérer la 2G et la 3G. On a découpé les bandes de manière un peu grossière, c'est-à-dire on n'a pas regardé fréquence par fréquence, mais on a regardé plutôt, on a divisé les bandes en 4 groupes, donc plutôt les bandes basses, autour de 700-900 MHz, les bandes moyennes autour de 2 GHz, les bandes moyennes hautes autour de 3.5 giga ou 6 gigas, et puis éventuellement les ondes millimétriques, mais je dirais comment on va les traiter un peu de manière séparée. Alors sur les largeurs de bande, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les allocations en vigueur en 2024 et puis qu'on a moyenné en fait sur les 4 opérateurs et on s'est autorisé de faire du refarming, c'est-à-dire que dans les bandes low et lower mid, on s'autorise à allouer de manière un peu optimisée les bandes aux technologies 4G, 5G, 6G. Alors ensuite, on a considéré un réseau qui est constitué de sites macro. Donc un site, ça va être une position géographique, d'accord? Ça peut être partagé par plusieurs opérateurs en cas de partage Donc on a considéré un partage passif, donc il peut y avoir un partage passif des équipements entre opérateurs. Donc une station de base, ça va être un équipement de transmission-réception pour un unique opérateur et qui va être caractérisé par un certain nombre de secteurs. Ici, donc sur la figure, il y a 3 secteurs. Et une cellule, ça va être un couple sur un secteur entre une techno et une bande. Donc les technos 4G, 5G, 6G fois l'ensemble des bandes, donc low, lower mid, comme on a vu précédemment. Et puis chaque cellule va être caractérisée aussi par un rayon de cellule dans la bande low, c'est-à-dire dans les bandes basses, parce qu'on va utiliser ce rayon de cellule pour effectuer la couverture. Et puis il y a une capacité cellulaire, donc en fonction de la techno et on sait à peu près combien de bits par seconde et par hertz on est capable de transmettre. Alors on a des cellules un peu spécifiques, les petites cellules ondes millimétriques et les cellules déployées le long des routes principales sont traitées un peu différemment dans le modèle.
Alors ensuite, le modèle de couverture, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la France. Donc là, on s'est fondé sur les données INSEE et on a divisé la France en 8 zones géographiques. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une typo. Entre empty, donc des zones où il n'y a vraiment personne, et puis des zones qui sont très denses, donc c'est en densité croissante, jusqu'à Urban 2, voilà, on a donné des noms de ce type. Alors les zones sont supposées homogènes, c'est-à-dire qu'on suppose que la population se répartit de manière uniforme dans chacune des zones. Et puis la population va croître de manière linéaire. Ça, c'est ce qu'on observe sur la population française de manière assez, c'est assez clair, qu'il y a une progression linéaire de la population. Donc on a un certain nombre de contraintes de couverture. Alors on peut s'imposer une proportion de la population et du territoire couverte. Et donc là, nous, on a décidé d'utiliser la bande low. Donc c'est là qu'il y a des choix évidemment stratégiques pour l'opérateur. Hein. Donc on se fixe une certaine proportion, à une certaine date T, on va se fixer une certaine proportion du territoire à couvrir et une certaine proportion de la population. Et on va commencer par installer les sites dans la bande low. Ensuite, il y a pas mal de contraintes qui sont liées à la régulation. Parce que si vous regardez la licence 5G 3.5 giga, eh bien, l'ARCEP impose un certain nombre de sites 3.5 giga 5G à déployer en France à certaines dates. Voilà, donc, ensuite, vous avez dans la même licence, vous avez une exigence de déploiement équilibré des sites 5G entre les zones urbaines et rurales. Donc, l'ARCEP impose que 25% des sites 5G 3.5 giga, par exemple, soient déployés en zone rurale. Donc, il y a une liste de communes sur lesquelles qui définissent les zones rurales. Ensuite, il y a une proportion de sites qui sont dans la bande lower mid. Alors ça, c'est quand on lit la licence, c'est pas très très clair. L'ARCEP demande à ce qu'il y ait un débit maximum théorique de 240 mégabits, je crois, sur 100% des sites en 2030 ou 2035, quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément facile à interpréter. Nous, on s'est dit qu'avec les bandes lower mid, toutes déployées, en fait, 4G ou 5G, on pouvait atteindre ces chiffres. Et donc, on a traduit cette contrainte de régulation comme une proportion de sites avec de la bande lower mid. Et puis, la régulation impose aussi qu'il y ait une certaine couverture des routes principales et des autoroutes. Donc là, on a les distances à couvrir de manière assez précise. Et ici, on a considéré des sites donc, qui seraient bisectorisés au lieu d'être trisectorisés. Alors ensuite, on a le modèle de trafic, enfin le modèle de capacité avec d'abord le trafic. Donc, qu'est-ce qu'on a on va d'abord essayer d'estimer le trafic global. Donc, il y a un certain nombre de données qui sont disponibles, comme le volume moyen par mois et par habitant. Donc, ça, c'est fourni par l'ARCEP. Et puis, il y a la population. Et donc, population fois volume moyen, on obtient le trafic global. Ensuite, on va disperser ce trafic en fonction de la zone géographique. Donc, ça va être proportionnellement à la population dans la zone I, parmi les 8 zones. Ensuite, le trafic lui-même, il varie au cours de la journée. Et on sait que c'est assez classique de dimensionner un réseau en fonction de l'heure chargée, c'est-à-dire l'heure où il y a le plus de trafic. Et donc, on va prendre une portion de ce trafic dans la zone I qui correspond à l'heure chargée. Donc, des valeurs typiques, c'est entre 8 et 10% du trafic effectué pendant l'heure chargée. Donc, on se fixe à l'heure chargée. Et ensuite, on va distribuer ce trafic entre les terminaux 4G, 5G, 6G. Alors, on a supposé que les terminaux 5G sont capables de faire de la 4G et les terminaux 6G sont capables de faire de la 5G et de la 4G. On n'a pas exactement le trafic 5G, 4G aujourd'hui. C'est pas une donnée qui est publique. Donc, on s'est basé sur l'estimation du nombre de cartes SIM uniques qui se connectent à une technologie. Parce que l'ARCEP donne comme chiffre, rend public le nombre de cartes SIM uniques qui se sont connectées à une technologie. Et donc, en partant de ces chiffres-là, on a fait une estimation de l'adoption des terminaux 4G, 5G, et on a fait une sorte d'extrapolation pour la 6G.
Alors, tout le trafic 4G pourra être servi que par les stations de base 4G. Le trafic 5G pourra être servi par les stations 4G ou 5G, et le trafic 6G peut être servi par les stations 6G, 5G, 4G. D'accord. Et ensuite, on a appliqué aussi un biais pour les utilisateurs 5G et 6G parce que on a vu dans la littérature, enfin pas tellement dans la littérature, plutôt dans la littérature grise, disons, des rapports, des choses comme ça, des white papers, etc., que les utilisateurs 5G utilisaient beaucoup plus leur téléphone, enfin trafiquaient beaucoup plus que les utilisateurs 4G. Donc ça dépend des sources, mais on peut avoir entre 2 et 4 fois plus de trafic pour les utilisateurs 5G que 4G. Et donc on a affecté un biais de la 5G par rapport à la 4G et de la 6G aussi de la même manière, en supposant que c'était un peu le même rapport par rapport à la 5G. Alors, la stratégie de déploiement, elle est relativement raisonnable. Je pense qu'elle est assez simple. Hein. Elle correspond. Alors, si on regarde dans les détails, ça correspond pas tout à fait à ce que font les opérateurs français, mais c'est assez raisonnable tout de même. Dans chaque zone géographique, on va considérer les technologies de manière croissante. Donc, au début, dans la couverture, qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé des stations de base pour assurer les contraintes de couverture avec la bande low. Donc, donc la bande basse, c'est celle qui fournit des rayons de cellules les plus élevés. Donc, c'est celle qui va permettre de déployer le moins de stations de base possible pour assurer les contraintes de couverture et de régulation. Ensuite, une fois que la couverture est faite, eh ben, on va retirer le trafic qui est servi par ces cellules qui ont déjà été déployé, et ensuite, s'il reste du trafic résiduel, on va ajouter simplement des cellules dans l'ordre croissant des bandes et des technologies sur les sites existants. Donc on va essayer de co-citer au maximum les cellules. Et puis s'il reste encore du trafic à déployer, on va densifier le réseau, c'est-à-dire qu'on va rajouter des stations en utilisant la bande la plus haute. Une fois qu'on a fait ça, on fait une optimisation sur l'allocation de bandes aux technologies, c'est-à-dire que on va essayer d'allouer au mieux les bandes low et lower mid entre la 4G, la 5G et potentiellement la 6G. Donc c'est comme si on avait un refarming un peu idéal, en quelque sorte. Alors pour les petites cellules ondes millimétriques qu'on fait apparaître en 2026, hein, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de licence qui a été allouée par l'ARCEP. Il y a quand même je crois qu'il y a quand même des essais, enfin il y a des licences expérimentales qui ont été attribuées, mais pas pour l'instant de licence globale, commerciale. Donc on a vu plusieurs façons de prendre en compte les ondes millimétriques dans la littérature. Si on lit les white papers, les stratégies des constructeurs, des opérateurs, etc., il semblerait que les petites cellules ondes millimétriques seraient plutôt utilisées pour fournir des très hauts débits dans certains points chauds et qu'il y aurait une focalisation un peu sur l'expérience utilisateur. Et donc, on ne l'a pas considéré ni comme une solution de couverture, ni comme une solution de capacité, dans la mesure où de couverture, bon, c'est à peu près clair parce que les rayons sont très faibles, hein, on parle de maximum peut-être 200 mètres, mais ni de capacité non plus parce qu'on ne va peut-être pas en déployer de manière très généralisée, de façon à que ça ait un impact très important sur la capacité du réseau. Ça va être plutôt dans un centre commercial ou dans un stade de foot. Voilà, je vais déployer une petite cellule onde millimétrique pour améliorer l'expérience de l'utilisateur ponctuellement. Alors, dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, les auteurs ont considéré un ratio de petites cellules sur les grandes cellules dans les zones les plus denses. Donc, c'est un peu donc on a utilisé la même approche. Alors que dans le rapport de la Fraunhofer Gesellschaft, eux, ils visent une couverture cible. C'est-à-dire, ils visent peut-être, je n'ai plus les chiffres en tête, mais peut-être 0,1% de la couverture extérieure, je crois, de l'Allemagne à une certaine date, en 2030 ou quelque chose comme ça. Donc cette deuxième approche nous a paru plus artificielle peut-être, et donc on a plutôt utilisé pas les chiffres, on a plutôt la méthodologie du Haut Conseil pour le climat. Les chiffres par contre du HCC sont vraiment très optimistes en termes de déploiement des petites cellules, donc on a fortement réduit les ratios. Et on les a limités bien sûr aux zones les plus denses, urbaine 1 et urbaine 2.
Donc bon, c'est sûr que au maximum, on a essayé d'utiliser des données qui étaient publiques, mais parfois, surtout quand il s'agit de choses qui ne sont pas encore déployées, c'est un peu difficile. Et donc, on essaye de récupérer des données publiques, mais il n'y en a pas forcément. Donc, c'est un peu sur l'expérience des membres du groupe de travail c'est sur cette expérience qu'on s'est fondé. Alors, le modèle environnemental, les principales étapes, c'est d'abord d'effectuer, une fois qu'on a fait notre déploiement sur tout le territoire et le long des années. Alors, on prévoit une introduction des ondes millimétriques en 2026, une introduction de la 6G en 2030. On estime que peut-être il y aura des fréquences qui seraient attribuées à la 6G dans la bande de 6 GHz, donc c'est l'hypothèse qu'on a faite. Il y a plusieurs possibilités en fonction du partage avec le Wi-Fi, en fait, dans cette bande-là, mais c'est encore un sujet de discussion au niveau de l'ITU, donc on ne peut pas vraiment trancher là-dessus. Donc une fois qu'on a fait notre dimensionnement, on effectue un inventaire de tous les équipements en se fondant sur la configuration des stations de base. On calcule le stock et le flux de chaque équipement parce qu'on va supposer que chaque équipement a une durée de vie limitée. Et ensuite, on va calculer la consommation électrique en phase d'usage et on va convertir cette consommation électrique en empreinte carbone en utilisant le mix électrique français. Et ensuite, on termine par le calcul de l'empreinte en termes de carbone embarqué, c'est-à-dire la fabrication, en utilisant la durée de vie des équipements. Alors pour l'inventaire, on est parti sur des architectures un peu simplifiées, hein, donc qui considérerait dans les bandes basses, donc low et lower mid, plutôt un site avec RRU, fibre optique, antenne passive, un cabinet, une structure à support, des éléments d'alimentation, des baseband board units, c'est-à-dire des cartes pour le traitement du signal, et puis un ONU pour la transmission avec via le backhaul. Et puis sur les bandes plus hautes, c'est-à-dire upper mid, donc c'est autour de 3.5 gigas et puis millimeter wave, on part surtout sur des antennes actives, donc AAU, et puis après la même architecture pour le cabinet. Donc à partir de ces architectures, en fait, et de toutes les stations de base qu'on aura déployées, on effectue l'inventaire de chacun des composants. Ensuite, pour la consommation énergétique, alors là, c'est le point d'interrogation un peu, parce qu'il n'y a pas trop, en gros, dans la littérature, il n'y a pas vraiment de données. Hein. Donc les données, le modèle sur lequel on se repose, c'est de type un modèle Earth, hein, donc c'était un projet européen mais qui date déjà de 2011, qu'on a repris en quelque sorte. Si vous regardez dans la littérature, il n'y a pas trop de modèles, hein. Il y a actualisé, disons. Il y a des gens qui publient des papiers en coopération avec un constructeur ou avec un opérateur, donc qui donnent quelques valeurs de temps en temps. Il y a une série de papiers de Huawei qui est sortie, mais les valeurs sont cachées, sont normalisées, etc. Voilà, c'est un peu compliqué. S'il y a un papier de Lopez et al. Qui donne des valeurs peut-être pour la 5G, mais qui, d'après beaucoup de gens dans mon entourage, des valeurs sont plutôt faibles, donc peut-être pas très réalistes. Donc nous, on est parti du modèle Earth et du papier qu'on avait publié avec un étudiant dans ICT4S en 2023. Donc dans ce modèle, vous avez une partie qui est fixe, hein, d'accord, donc c'est la puissance de base. Ensuite, vous avez une partie qui dépend du nombre de TRX, donc de transceivers, et vous avez une partie qui dépend de la charge, donc qui est linéaire avec la charge. Dans la partie qui est linéaire avec la charge, vous avez la puissance d'émission, et puis vous avez l'efficacité de l'amplificateur de puissance avec éventuellement des pertes feeder. Et puis là, vous avez la charge en fait qui apparaît. Et sur les puissances de base ou par TRX, on a un facteur d'efficacité énergétique qui va dépendre de l'équipement et du temps. Voilà, donc c'est la manière dont on l'a prise en compte. Alors pour les stocks et les flux, bon, y a deux approches pour prendre en compte la durée de vie des équipements. Vous avez une approche par stock. Donc une approche par stock, ça veut dire que
les émissions embarquées en fait sont amorties pendant toute la durée de la vie de l'équipement. C'est-à-dire vous prenez les émissions qui ont été nécessaires pour fabriquer l'équipement et ensuite vous divisez par le nombre d'années de vie et puis vous attribuez à chaque année une part des émissions embarquées dans la fabrication. Donc c'est assez intéressant dans le sens où ça montre une tendance en fait en lissant l'impact sur le temps. Okay. À l'inverse, vous avez l'approche par flux qui est de dire dès que je mets un nouvel équipement, c'est-à-dire soit je déploie un nouvel équipement pour densifier le réseau, soit je renouvelle un équipement qui est en fin de vie, dans ce cas, je prends en compte les émissions l'année de déploiement. Donc ça donne des courbes un peu plus chaotiques, mais ça montre un peu la dynamique des investissements. Je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de fibres qui est déployée, l'approche par flux va montrer des pics en ce moment, alors que quand la 6G va être déployée, il y aura un pic, etc. Alors que l'approche par stock lisse plutôt les courbes. Okay. Donc c'est un modèle donc dynamique. Vous voyez que vous avez l'inventaire de l'équipement E à l'instant T. C'est les nouveaux équipements plus le remplacement des équipements qui sont en fin de vie. Donc pour l'équipement, pour la fin de vie des équipements, la durée de vie des équipements, on a tout simplement pris une variable aléatoire gaussienne avec une moyenne et une variance, et ensuite on a dit, on a regardé un peu le nombre d'équipements qui étaient en fin de vie à l'instant T pour savoir lesquels il fallait renouveler. Alors les données, d'où viennent les données? Bon là c'est le gros problème de ce domaine, hein. Enfin, tout est c'est le gros souci en fait, parce qu'il n'y a pas assez de données, beaucoup de données sont cachées par les industriels, hein. Il y a donc les constructeurs, les opérateurs, etc. Il y a quelques données qui sortent de temps en temps quand ils font un article académique avec une université ou un centre de recherche, mais on n'a pas de données fiables en fait, hein. Même les données d'ACV sont bien souvent payantes. Bon, nous, on a voulu faire un truc ouvert où on dit, bon voilà, on vous montre tout. Voilà, on montre ce qu'il y a sous le capot, c'est libre, vous pouvez faire vos calculs vous-même, mais il y a beaucoup de points d'interrogation sur beaucoup de données. Donc voilà, donc dès qu'il y a des données publiques, on les utilise. Donc c'est le cas par exemple pour l'ARCEP, pour les données de trafic, l'historique des données de trafic. Donc là, l'ARCEP publie Alors l'ARCEP publie énormément de données, hein, si on compare à d'autres régulateurs. On a quand même la chance avec l'ARCEP et la NFR et même l'ADEME d'avoir des agences qui sont relativement ouvertes. Et donc on a récupéré aussi des caractéristiques de cellules dans les rapports du comité d'experts de l'ARCEP. Ensuite, la NFR, bien sûr, publie sa base de données de tous les équipements au-dessus de 5 watts. Donc je crois que c'est une base de données qui est mise à jour chaque mois. Donc ça, c'est absolument... ça a beaucoup d'importance. Enfin, c'est vraiment très bien. Ensuite, il y a une littérature grise pour les prévisions de trafic, parce que vous savez que les prévisions de trafic, ça va être du Ericsson. Enfin, traditionnellement, ça va être Cisco qui va faire des prévisions de trafic Internet, Ericsson pour le trafic mobile. Mais bon, il y a d'autres agences de consulting qui font ce genre de travail. Alors bon, je mets littérature grise parce que c'est pareil, on ne connaît pas la méthodologie. On ne sait pas, bien sûr, il y a des enjeux commerciaux. Parce que je ne sais pas si on s'appelle Cisco, forcément, on a plutôt tendance à vouloir dire que le trafic augmente pour pouvoir vendre des équipements, des routeurs, etc. Donc il y a une sorte de conflit d'intérêt sur le travail, mais on n'a pas le choix, donc on est obligé de se fixer là-dessus. Ensuite, il y a pour les données environnementales aussi, là c'est très compliqué. Donc il y a le rapport de la Fraunhofer Gesellschaft pour l'Allemagne qui donne quelques chiffres, et on a aussi le rapport de master de Maël Madon qui a fait son stage chez Ericsson et dont le rapport de master est public et dans lequel il y a quelques données. Et alors les valeurs ne sont pas vraiment les mêmes, hein, mais bon, on peut dire que les ordres de grandeur peut-être à part peut-être, je crois, sur les AAU, sont un peu similaires quand même. Et donc, dans ce domaine, il ne faut pas être trop gourmand en termes de précision, parce que sinon, on ne peut pas vraiment avancer. Alors, pour le mix électrique, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste
pris les prévisions en fait d'évolution du mix électrique en France. Donc ça passerait de 60 grammes de CO2 par kilowattheure en 2020 à 34 en 2035, avec une décroissance linéaire. Et puis l'efficacité énergétique, alors on a considéré 3% tous les 3 ans, un peu comme le freinage des Gesellschaft. Et puis c'est sûr qu'il manque beaucoup de données. Donc quand on a dû faire des choix, en fait, un peu, comme je l'avais dit précédemment, en se fondant sur l'expérience des membres du groupe de travail. Mais bon, les choix sont publics et peuvent être forcément discutés. Mais bon, la conclusion, c'est quand même qu'on a besoin de données ouvertes et fiables. Ça, c'est vraiment sans ces données, c'est vraiment très difficile de travailler, quoi. Alors, voyons maintenant les scénarios qu'on a tirés. Alors, c'est juste un exemple parce que en fait, il faudrait triturer les paramètres dans tous les sens, etc. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de passer à l'archétype scientifique, mais bon, je vais vous montrer ce qui a été les choix qui ont été faits dans le rapport du Sheet Project. Donc, on a d'abord un scénario de référence dans lequel, vous avez vu, on assure la couverture par la bande low. On respecte les contraintes réglementaires définies par l'ARCEP. Donc, notamment, vous avez vu le débit maximal 240 mégabits par seconde dans 100% des sites en 2030, qu'on a interprété comme le fait que 100% des sites implémentaient la fréquence lower mid en 2030, donc avec une croissance linéaire jusqu'à cette date. Donc, déploiement de la 6G en 2030 et un partage du réseau qui reste stable comme en 2024. Alors, sur les hypothèses de trafic, on a les données historiques ARCEP jusqu'en 2023. Ensuite, on prend les projections de Little, donc une boîte de consultants jusqu'en 2030, et ensuite on fait une extrapolation linéaire jusqu'en 2035. Alors d'abord, est-ce qu'on peut valider? C'est un peu compliqué de valider parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour reproduire exactement ce qui se passe en France, c'est pas vraiment le but, c'est juste c'est d'envoyer quelques messages qui nous paraissent importants et de montrer une méthodologie et plutôt que on fait pas de la prédiction en fait. On n'est pas Madame Irma, on n'est pas là pour prédire l'avenir, on est là juste pour dire voilà, si on fait ça, voilà quel impact selon nous ça peut avoir, voilà si on fait ci, etc. Quelles sont l'influence de prendre des décisions aujourd'hui sur le futur. Voilà. Après, évidemment, le futur, on ne peut pas le prédire. Donc là, par exemple, on a comparé le nombre de stations de base en fonction du temps entre 2012 et 2023. Donc, c'est données historiques. Ici, on a les courbes ANF, on a la courbe ANFR, ok, donc la base de données ANFR. Et puis à droite, on a les valeurs d'Orange multipliées par 4. Donc, le réseau Orange est plutôt assez développé, donc il est plutôt au-dessus de la moyenne en quelque sorte. Et bon, on voit que on a un peu les mêmes ordres de grandeur, quoi. Disons, ça colle pas. C'est un peu similaire, c'est plus similaire à Orange que similaire à la moyenne, disons. Alors, 2012, alors là on voit la répartition des stations de base en fonction des types, en fait, en fonction des bandes et des technos. Et c'est clair qu'on n'a pas la même répartition, mais nous on déploie beaucoup moins de 4G lower mid parce qu'on favorise en fait la bande low pour la couverture et on introduit la lower mid que pour des raisons de capacité. Or c'est pas forcément le choix qui est fait par exemple par Orange. Donc, évidemment, la distribution de stations de base dépendent des stratégies des opérateurs, mais disons que ça nous a pas, c'est pas quelque chose qu'on considère comme bloquant. À partir du moment où on a des ordres de grandeur sur le nombre de stations de base et d'équipements qui paraît acceptable. Alors, on peut comparer aussi l'énergie, la consommation d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici, en fait, notre modèle 2020, 2021, 2022. On a les données ARCEP 2020-2021. Et puis, on a de la chance, Orange a publié un papier en 2023 où il donne des données et elles sont plutôt là. Donc ça confirme un peu ce qu'on avait précédemment. On se retrouve un peu dans notre modèle entre Orange et la moyenne, peut-être des opérateurs. Évidemment, les différences peuvent paraître importantes, c'est sûr, entre
plus de 3 Tera et 2 Tera, moins de 2 Tera et demi, vous allez me dire ça fait une grosse valeur absolue, mais finalement, bon, c'est dû aux approximations et toutes les discrétisations du modèle qu'on a, quoi. Et puis, bon, on a estimé qu'on n'était peut-être pas si loin. Bon, ça, c'est à chacun de juger. Alors, regardons un peu les hypothèses de trafic, parce que c'est quand même le trafic qui est vraiment déterminant, hein. Donc, je vous rappelle qu'on a le scénario de référence avec ARCEP historique plus Arthur D. Little plus linéaire. Ensuite, on a un modèle de trafic Sheet Project, en fait, sur le métavers. En fait, donc, en parallèle du groupe réseau, il y a eu aussi un groupe sur le métavers, des mondes virtuels, et ils ont proposé dans le cas où le métavers serait serait généralisé, ils ont proposé une évolution du trafic qui serait beaucoup plus rapide, enfin, la croissance serait beaucoup plus rapide, c'est la courbe qu'on voit ici en pointillé, alors que le scénario de référence ici est en bleu très plein. Et puis il y a un trafic qu'on appelait exponentiel, donc ça serait pareil ARCEP plus Arthur D. Little, mais à partir de 2030 une progression exponentielle, donc voilà, donc on est au-dessus. Et puis on aurait un scénario de croissance contrôlée, c'est-à-dire qu'on prend l'ARCEP et ensuite on prolonge de manière linéaire simplement. Donc, il y a quand même une croissance, mais c'est beaucoup plus faible. Et donc, vous voyez les valeurs, hein. C'est autour de 100 gigaoctets dans le modèle de référence, mais ça monte à 500. Il faut voir qu'aujourd'hui, on est autour de, alors j'ai plus trop les chiffres en tête, mais je crois que ça doit être autour de 14 ou entre 14 et 20 gigaoctets par habitant. Alors quand je dis par habitant, c'est parce que ça intègre non seulement les abonnements smartphones, etc., mais aussi toute l'IoT, etc. On a tout moyenné par habitant, en fait. Alors bon, là, la consommation électrique, c'est sûr que dans le cas métavers, bon, bah, elle explose, hein. Donc, il n'y a pas de. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette consommation électrique, vous avez les gains d'efficacité énergétique qui sont pris en compte. Donc là, on voit bien que dans le cas métavers, l'augmentation du trafic non seulement compense les gains d'efficacité énergétique, mais dépasse complètement. D'accord. Et c'est le cas aussi même pour le scénario de référence. Mais dans le scénario de référence, probablement dû au fait qu'après la croissance est linéaire à partir de 2030, on arrive un peu à stabiliser, voire à légèrement décroître la courbe de consommation électrique, grâce notamment à ces gains d'efficacité énergétique. Le cas exponentiel n'est pas trop différent de celui du métavers, sauf qu'il y a un ordre de grandeur entre les deux. Et puis, on voit que voilà, si on arrive à contrôler la croissance du trafic, hein, ça ne veut pas dire qu'il s'arrête, hein, mais c'est qu'il augmente moins vite, ben, on va arriver à stabiliser la consommation électrique. Selon notre modèle, bien sûr, hein. Donc, c'est clair que l'évolution du trafic joue un rôle crucial. Ça, c'est quelque chose c'est un des messages qu'on a voulu faire passer. Alors, ça va se traduire dans des émissions de gaz à effet de serre, hein, donc d'abord les émissions qui sont dues à la production. Pourquoi? Parce que quand vous avez une croissance du trafic, ben, il faut déployer des nouveaux sites, et puis il ne faut pas oublier que les anciens sites, eux, ils doivent être renouvelés. Donc à chaque fois, c'est des fabrications de nouveaux équipements, de nouvelles stations de base, etc., qui apparaissent. Donc j'écarte évidemment J'écarte tout de suite métavers et exponentiel qui suivent la courbe exponentielle qu'on a vue précédemment. Donc c'est sans équivoque, disons, mais même dans le cas de la croissance contrôlée du trafic, vous voyez qu'il faut quand même renouveler les équipements, en rajouter pour soutenir la croissance du trafic, et donc ben, vos émissions embarquées en termes de stock, ils augmentent. Donc c'est pour soutenir le fait que des décisions qui sont prises, en effet, comme j'avais dit au début, hein, des décisions prises aujourd'hui peuvent avoir un impact jusqu'à, peut-être, là je dis 10 ans, c'est pas une valeur scientifique, c'est juste pour dire que ça a un impact sur le long terme. Alors là, on a comparé un peu la partie usage et la partie consommation électrique. Alors, la partie fabrication et la partie usage. Donc, tout ce qui est émissions embarquées, c'est un mix global, alors que les émissions dues à la consommation électrique, c'est un mix national. Et en plus, ça bénéficie des gains d'efficacité énergétique, parce que les gains d'efficacité énergétique qui sont sur l'usage.
et des gains en mix énergétique aussi. Donc, ce qui explique qu'on ait une décroissance dans le scénario. Ici, c'est que le scénario de référence, hein, qu'on ait une décroissance ici de la partie usage qui devient plus faible finalement que la partie fabrication en 2035. Bon, il semblerait que, j'ai comparé à la dernière référence là, de Malmodine en 2024, on est quand même un peu au-dessus dans la littérature, donc en termes de part des émissions embarquées, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait investiguer un peu plus. Pour l'instant, j'en suis qu'au stade du constat en tout cas. Alors, au niveau des émissions globales, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire en fait, parce que encore une fois, c'est le trafic qui est important. Si on arrive à maintenir, à contrôler la croissance du trafic, on pourra contrôler probablement avoir une courbe qui se stabilise au niveau des émissions totales en termes de stock. Hein. Alors que si c'est pas le cas, ça va augmenter, ce qui paraît assez intuitif. Donc la conclusion de ça, c'est que probablement il faudra contrôler la croissance du trafic si on veut, ne serait-ce que parce que là on ne parle pas de diminuer. Hein, je vous rappelle que les objectifs de l'ITU, c'est de diminuer les émissions de 45% en 2030 par rapport à 2020. Donc évidemment là, même avec la courbe avec des croix là, qui compte avec la croissance linéaire de trafic, on en est loin en fait. On arrive à stabiliser à peine, d'accord. Alors en flux, on voit des... si on regarde les émissions embarquées en termes de flux, vous voyez, c'est plus chaotique. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais on voit en fait l'introduction de la 5G avec une augmentation importante autour de 2020-2021. Et puis après, probablement aussi autour de 2030, ici, l'augmentation, c'est un peu plus faible, mais autour de 2030, l'apparition de la 6G qui montre qu'il y a des investissements. Donc je rappelle qu'en flux, en fait, on compte les émissions embarquées l'année d'achat des équipements, et donc les courbes sont moins lisses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour infléchir la courbe? Alors, dans le rapport du Shift Project, on a regardé deux choses, mais en fait, l'idéal, ce serait de regarder chaque effet de manière... on a regardé deux scénarios, mais l'idéal, ce serait de regarder les effets de chaque paramètre, en fait. Ça serait idéalement. On n'a pas eu le temps de le faire. Donc, dans le scénario qu'on a appelé éco-design, donc éco-conception, on a une couverture assurée seulement par la bande low, donc ça, c'est ce qu'on faisait déjà. On a gelé les contraintes réglementaires de la 5G en 2024, c'est-à-dire on ne respecte plus en fait la licence 5G RCEP. On suspend le déploiement de la 6G. On étend la durée de vie des équipements, alors plus de 2 ans. Comment on y arrive, ça, je ne sais pas, mais disons que, admettons que l'éco-conception des équipements de réseau permette de faire ça. On améliore l'efficacité énergétique, donc pareil, là, est-ce que l'efficacité énergétique, les gains peuvent s'accélérer? Il y a beaucoup de débats dans la littérature, je suis pas capable de les résumer, mais c'est pas du tout évident que les gains qu'on a observés ces dernières années puissent continuer d'être à ce niveau. Mais dans ce scénario, en tout cas, on a supposé que les gains s'accéléraient. Et puis, on a une réduction, on a appliqué des réductions de volume de trafic par rapport au scénario de référence de moins 20%, en se disant qu'il y avait des moyens de peut-être utiliser des codecs vidéo appropriés. C'est-à-dire quoi? Utiliser des codecs vidéo appropriés, ça veut dire par exemple, par défaut, dans votre vidéo YouTube, vous n'avez pas la super qualité. Voilà, par exemple, ça peut être ce genre de choses. Et c'est des politiques qui ont été appliquées pendant la période du Covid et que les opérateurs ont clairement observé sur le réseau. C'est-à-dire que quand l'Union européenne a dit pendant la période Covid, il faut demander à YouTube, etc., enfin aux fournisseurs de services de réduire la qualité par défaut, ça a été directement visible dans les données de trafic des opérateurs. Donc on pourrait imaginer que ce type de politique soit généralisé et soit pérennisé, et donc c'est comme ça qu'on l'a pris en compte. Et puis dans le scénario où on a éco-design et sobriété, eh bien on a drastiquement en fait diminué la croissance du trafic en fait par rapport au scénario de référence. Alors, qu'est-ce qu'on observe? En termes de consommation électrique, le scénario de référence, on le voit ici. Donc j'ai supprimé là
les scénarios avec de forts trafics sur ces figures. On voit que au niveau du éco-design et du scénario de croissance contrôlée, on a bien une stabilisation de la consommation électrique donc, sur la phase d'usage. Et en fait, il n'y a que le scénario éco-design et sobriété qui permet d'infléchir la courbe. C'est-à-dire de revenir en 2035 à un niveau de 2020. Donc on est encore loin de l'objectif ITU, mais disons que c'est un peu plus sur la bonne pente. En termes d'émissions, donc c'est sûr qu'en suspendant la 6G et en gelant les contraintes réglementaires qui sont associées à la 5G, en étendant les durées de vie, etc., Ecodesign va faire mieux que le contrôle grosse. Donc dans le contrôle grosse, c'est-à-dire on contrôle juste le trafic. En termes d'émissions totales, en termes de stock, on est au-dessus à cause des différences entre les deux scénarios, hein, c'est-à-dire la suspension de la 6G et la fin des contraintes réglementaires en 5G. Encore une fois, c'est le seul scénario qui permet vraiment d'infléchir la courbe, c'est éco-design et frugalité. Voilà, alors je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Oui, je suis peut-être un peu en retard, mais peut-être pas tant que ça. Donc je vais conclure assez rapidement. Donc d'abord, une observation, mais ça vous êtes tous au courant, mais c'est pas mal de le répéter quand même, c'est que les technologies de l'information et de la communication, c'est pas seulement virtuel, hein, c'est assez concret, il y a quand même des antennes, des câbles, de l'acier, des routeurs et des tonnes de déchets électroniques, donc il faut déjà prendre conscience de ça parce que c'est pas forcément évident. Deuxième chose, c'est que l'IUT, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, recommande une baisse de 45% de l'empreinte carbone en 2030 par rapport à 2020. Et bon, clairement, on ne semble pas être sur la bonne voie. Donc, quelles sont les recommandations qui ont été faites dans le rapport du SHIFT Project? Elles sont à discuter, hein, bien sûr, mais il y a quelques pistes, quoi. Donc, d'abord, ça serait l'éco-conception, c'est-à-dire accroître la durée de vie des équipements, focaliser les nouvelles technos sur l'efficacité énergétique, peut-être que... donc là, on parle par exemple, d'ultra URLLC, où on veut des latences de 0,1 millisecondes. Alors, peut-être que c'est intéressant pour des cas très isolés, etc., mais peut-être qu'il faut le garder, il faut peut-être pas le généraliser, peut-être que c'est pas la priorité pour la 6G. Utiliser le critère carbone, donc il y a déjà pas mal de travaux qui le font, hein, parce que bon, je ne sais pas si vous avez entendu par exemple, même dans le domaine de l'Internet, hein, carbone aware routing, ce genre de choses. Rendre les données publiques, c'est vraiment nécessaire, hein, donc là il y a un travail probablement qui est à faire. J'imagine qu'un opérateur tout seul ne peut pas se lancer là-dedans. Peut-être que c'est au régulateur de faire, d'imposer peut-être qu'au moins certaines données soient rendues publiques, un peu plus que, même si ça a l'air d'aller quand même dans le bon sens. On le voit par exemple avec les box Wi-Fi, etc. Ou la consommation électrique des opérateurs. Utiliser des codecs à faible débit par défaut, j'en ai parlé. Peut-être juguler un peu l'économie de l'attention. Enfin, alors, tout ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est le fait que les fournisseurs de services essayent de capter votre attention pour que vous restiez le plus longtemps possible avec des techniques qui ont été documentées notamment par le SHIFT Project, hein, le scrolling, lancement automatique des épisodes, etc. Donc peut-être revenir peut-être un peu là-dessus. Au niveau du partage, alors c'est quelque chose que j'ai pas du tout abordé, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas trop fait, enfin on a fait quelques tests, mais on les a pas inclus dans le rapport, c'est d'encourager les opérateurs, il me manque un S, à partager leurs infrastructures. Et puis, la sobriété, hein, c'est-à-dire, on voit bien que le trafic a un impact crucial sur les émissions. Donc, est-ce qu'il ne faut pas conditionner toute hausse du trafic ou tout accroissement de la performance, du débit, etc., quand même au respect d'une trajectoire carbone-énergie? Parce que ça devient un peu crucial. Est-ce qu'il ne faut pas déployer de manière focalisée la 5G? Alors, c'est peut-être déjà un peu trop tard, mais se dire que la généralisation d'une nouvelle génération de réseaux mobiles n'est peut-être pas nécessaire ou peut-être pas souhaitable. Il faut aussi réfléchir à la réduction absolue de l'impact environnemental
ne pas seulement se dire on va essayer d'améliorer l'efficacité énergétique, parce qu'on voit que l'efficacité énergétique, non seulement elle ne s'applique qu'à la phase d'usage, mais en plus elle est au moins compensée, voire largement compensée par l'augmentation du trafic. Donc c'est bien la réduction absolue de l'impact environnemental et non pas relatif qu'il faut viser. Voilà, bon, vous pourrez lire d'autres recommandations dans le rapport du Shift Project. J'ai pas voulu faire non plus un inventaire à l'après-vert. Et voilà, je vais plutôt m'arrêter là. Et je vous remercie pour votre attention et on peut prendre des questions si vous voulez. Merci beaucoup, Marceau. Et on a le temps pour quelques questions et je vais profiter pour poser la première qui a été posée par Ludmila pendant l'exposé et à laquelle je m'associe parce qu'on vient de voir surtout en dernière partie le poids que la régulation a sur les scénarios auxquels on se retrouve confronté. Et la question est sur les critères que l'ARCEP utilise pour imposer les exigences de déploiement, comme par exemple les exigences de déploiement de la 5G, de la couverture en 5G. Oui, alors l'ARCEP, en effet, impose, quand elle a vendu ses licences 5G dans la bande 3.5 GHz, elle a imposé un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire que la vente des licences, elle se fait avec un double mécanisme en quelque sorte. Il y a un mécanisme d'enchère sur le prix et il y a un mécanisme qu'on appelle parfois dans le domaine des enchères ou de la location des licences qui est concours de beauté. C'est-à-dire que non seulement vous devez payer, mais en fait vous devez suivre un certain nombre il y a un certain nombre de contraintes. Et l'ARCEP, elle est là pour... Alors là, je ne peux pas parler vraiment à la place de l'ARCEP, mais de ce que je comprends, le rôle de l'ARCEP, c'est qu'elle est là pour réguler le marché, pour le susciter, pour favoriser le déploiement des technologies, pour faire baisser peut-être les prix pour l'usager, j'en sais rien. Jusqu'ici, c'était quand même son rôle principal, et donc elle impose des contraintes dans l'allocation au moment où elle donne les licences 5G, elle impose des contraintes, oui. Merci. Donc, il y a une autre question par Bruno qui peut prendre la parole, je pense. On t'entend pas, Bruno, par contre. Oui, il y a le micro coupé. Ouais, il y a peut-être des micros coupés. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Ouais, bon, il m'enverra un mail. Oui, sinon, je ne vois plus de main levée ou de personnes qui essayent de prendre la parole. Oui, il y a qui partage quelque chose par messagerie, dit que le micro ne fonctionne pas. Tu peux écrire la question, je vais la lire. La question est un peu longue. Je ne sais pas si tu veux la synthétiser ici ou sinon la poser par mail directement à Marceau. Je peux la lire sinon, mais je vois pas. Il faut que j'arrête le partage peut-être. Je vais la lire. Alors, page 36, la consommation est réduite par hypothèse. Page 36, la consommation est réduite par hypothèse. La consommation est réduite par hypothèse. Pourquoi alors ne pas utiliser de la 6G qui réduit la consommation? La consommation par bit, oui. Oui, bon, alors, oui, en effet, alors, bonne question. L'efficacité énergétique, c'est assez compliqué de le modéliser, en fait. C'est pas facile. On a regardé... D'abord parce que ça peut dépendre des équipements,
c'est pas continu, c'est bon, bah, là où c'est pas tellement une question, c'est même pas une question de 5G, 6G. Enfin, si ça joue 5G, 6G, mais même si vous restez dans la 5G, même si on reste dans la 4G, il y a continuellement en fait des gains d'efficacité énergétique qui sont dus à l'amélioration des équipements, des protocoles de veille, le fait d'éteindre des stations de base, etc., quoi. Et si on regarde équipement par équipement, ben, déjà, on n'a pas de données. Quand on a des données, ben, c'est pas quelque chose qui est continu. Par exemple, là où avant vous aviez à utiliser 2 RRU, tout d'un coup vous pouvez en utiliser qu'un parce que le fabricant a permis d'en faire plus qu'un pour les demandes, voilà, ce genre de choses. Donc c'est assez compliqué de le prendre en compte. Donc nous, on l'a pris en compte comme un gain continu en fait d'efficacité énergétique. C'est-à-dire chaque année, on gagne X% d'efficacité énergétique. Et bon, évidemment, ça a une approche qui a ses limites, mais c'est global, quoi. C'est global. Donc, quand on suspend la 6G, ça ne veut pas dire que les gains d'efficacité énergétique vont s'arrêter. De la même manière que l'efficacité énergétique des stations de base 4G aujourd'hui n'est pas la même que l'efficacité énergétique des stations de base du début de la 4G, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. D'accord? Donc, je pense que le fait de prendre une efficacité énergétique continue n'est pas. C'est quand même une hypothèse raisonnable, en fait, parce que c'est mettre les gains au service de la génération existante plutôt que de les mettre au service d'une nouvelle génération. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, alors, évidemment, les gens qui connaissent les standards, etc., vont dire oui, mais avec la 4G, c'était pas possible, par exemple, d'éteindre les signaux de référence, parce que les signaux de référence sont tout le temps émis, etc. Alors oui, en effet, il y a des choses qui peuvent pas être faites si on change pas de génération, etc. Mais on a été obligé aussi un peu de simplifier, quoi. Mais je pense pas que ça soit complètement déraisonnable, en fait, comme hypothèse. Bon, je botte en touche un peu la réponse, mais j'espère que Bruno ne m'en voudra pas. Peut-être discussion à continuer. C'est ça. Oui. Oui. Mais bon, s'il a s'il a s'il a des pistes pour comment traiter l'efficacité énergétique, comment modéliser les gains d'efficacité énergétique à un niveau un peu global comme ça, au niveau national, etc., je veux bien en discuter. Et puis d'ailleurs, on a un projet avec Comelec, donc il doit être au courant avec Shadi, etc. Donc on pourra en rediscuter à Técom. Ouais. Il te remercie pour la réponse. Donc voilà, comme il n'a pas des micros qui fonctionnent, je me fais Ok, pas de souci. Et moi aussi, je profite pour te remercier. Je pense qu'on doit clôturer notre Ça marche. créneau. C'est un travail. On peut apprécier la difficulté de la tâche. Donc, merci beaucoup. Ça a été très instructif de ces partages des résultats. Et je remercie toi, les personnes qui ont assisté à ces séminaires. Et je vous dis à bientôt. Merci pour l'invitation et à bientôt.